On va démarrer. Bonjour à tous. Je suis Valérie Lespèce, je suis journaliste à l'agence de presse médicale, l'APM, et à Géronto News. Et je suis ravie d'être avec vous cet après-midi, cette dernière après-midi de Santexpo, pour évoquer l'EHPAD de demain, l'EHPAD du futur, l'EHPAD plateforme, l'EHPAD centre de ressources, l'EHPAD pôle de ressources. Il y a plein de noms et de dénominations pour dire que l'EHPAD doit changer. C'est ce qu'on va aborder ensemble, sachant qu'on est dans un moment particulier, car il y a à la fois beaucoup d'argent mis sur la table dans le cadre du plan de relance et du Ségur de la santé pour rénover et moderniser les EHPAD. Et il y a une petite ouverture en matière de législation, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit une nouvelle mission pour les EHPAD, justement, de centres de ressources territoriales. Pour discuter tout ça et vous donner envie à vous dans la salle, si vous n'êtes pas déjà dans le mouvement, de participer à ce mouvement, nous avons avec nous Gaël Hilleray. Vous êtes directeur des établissements et services médico-sociaux à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Luc Broussy, vous êtes fondateur du think tank Matière Grise et auteur d'un rapport qui s'appelle « L'EHPAD du futur commence aujourd'hui », on est en plein dedans. Et Marie-Pascale Mongomas, vous êtes directrice, entre autres, de l'EHPAD Village des Aubépins à Maromme, en Seine-Maritime, qui est souvent donnée en exemple pour cette évolution de l'EHPAD. Vous nous expliquerez exactement en quoi consiste, quelle est l'originalité de cet établissement et puis d'un autre que vous préparez. D'abord, on va commencer avec vous, Gaël Hilleray, justement pour faire un peu le point sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. En plus, c'est vous qui tenez les cordons de la bourse, donc c'est toujours intéressant que vous nous expliquiez à la fois c'est quoi le Ségur de l'investissement, comment les établissements peuvent y prétendre, dans quel objectif. La CNSA a aussi créé un laboratoire de l'offre de demain. Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire? Comment tout ça s'imbrique? Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, oui, vous l'avez dit, on a de l'argent sur la table, donc 1,5 milliard d'euros pour l'offre personnes âgées, 600 millions d'euros pour le numérique du secteur médico-social. Et donc, en quelques mots, l'enveloppe de 1,5 milliard d'euros, sa majorité est consacrée à la rénovation, reconstruction, réhabilitation des EHPAD qui en ont besoin. Et puis, on a également des enveloppes autres, une enveloppe également qui concerne les EHPAD sur l'investissement du quotidien, donc qui elle vise plus à favoriser l'investissement courant de façon souple et rapide. Une enveloppe qui vise à développer et à rénover l'offre d'habitat intermédiaire entre le maintien à domicile et l'établissement classique. Donc ça concerne en premier lieu les résidences autonomie, mais aussi l'habitat inclusif, voilà, d'autres formes d'habitat intermédiaire. Et puis enfin, il y a une enveloppe spécifique qui concerne les régions insulaires, Corse, Outre-mer, qui sont les régions qui, en France actuellement, ont la dynamique de vieillissement la plus prononcée et en même temps l'offre existante la plus basse. Donc vraiment, c'est des régions qui ont besoin d'un plan de rattrapage et donc c'est l'ambition de leur permettre avant tout de développer de nouvelles offres sur leur territoire et puis aussi de rénover ce qui existe déjà. À grands traits, voilà les enveloppes qui existent dans ce plan d'investissement issu du Ségur de la santé. Et alors ce plan d'investissement, si il réussit, c'est qu'il aura transformé l'offre. C'est vraiment ça l'objectif. Transformer l'offre, donc ça veut dire faire différemment, ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles choses. Et pour quelles raisons est-ce qu'on pense qu'il faut faire différemment de ce qu'on fait jusqu'à présent? Eh bien parce qu'on est dans une période où on a des défis considérables qui ont été mis en évidence, en particulier par la crise sanitaire. Je pense en premier lieu au défi de développer la liberté et la capacité de choisir des personnes accompagnées, et donc en EHPAD des résidents, un sujet qui a été vraiment mis en exergue par la crise sanitaire. Je pense aussi au défi de donner envie aux professionnels de venir travailler dans le secteur, et donc là aussi particulièrement en EHPAD. Et puis enfin, évidemment, le défi plus démographique de proposer une offre
qui va être à la hauteur de la vague qui nous arrive, hein, la vague démographique d'augmentation très forte du nombre de personnes en situation de perte d'autonomie. Donc ça, c'est les grands défis auxquels on fait face. Et donc, face à ces grands défis, il est évident que si on propose, à travers les investissements qui vont être réalisés, une offre qui est la même que celle qu'on a développée jusqu'à présent, on va passer à côté de ces grands défis. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait différemment? Alors, évidemment, lire le rapport de Luc Broussy et aller voir le village des Aubépins sont deux premières étapes très intéressantes. Mais au-delà de ça, ce qu'on développe à la CNSA, on s'est dit pour arriver à embarquer le secteur sur faire différemment, on s'est dit qu'on avait nous-mêmes besoin de changer nos méthodes. Et donc c'est pour ça qu'on a démarré cette démarche du laboratoire des solutions de demain. Qu'est-ce que c'est le laboratoire des solutions de demain? C'est un groupe pour lequel on a lancé un appel à candidature au printemps. Appel à candidature qui nous a permis d'avoir des personnes d'horizons très diversifiés, des personnes issues du monde de la construction, des architectes, des urbanistes, des designers, des personnes d'organismes de la construction, des personnes, des professionnels du secteur, donc à la fois côté gestionnaire, côté direction d'établissement, et puis côté aussi soins, des gériatres, des IDE, des ergothérapeutes également. Également des acteurs de l'innovation et du monde universitaire pour nous apporter eux aussi leur regard. Et donc c'est la confrontation de ces différents points de vue qui nous aide à éclairer les choses. Et parmi les questions qui se posent et qui sont travaillées dans le cadre du laboratoire des solutions de demain, il y a particulièrement cette thématique de comment on sort des murs et donc cette thématique de quel mouvement on établit pour avoir des liens avec le secteur du domicile, que ce soit dans le sens de sortir ou bien dans le sens de faire entrer dans l'établissement. À ce sujet, on a lancé un appel à projet qui est consacré au tiers-lieu en EHPAD. Et donc, cet appel à projet vient d'être clôturé. Donc, on peut dire qu'il a été un succès puisqu'on a eu 350 projets déposés. Et l'idée, c'est d'identifier des projets de tiers-lieu. Un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui va fonctionner un petit peu comme une place de village. Donc, un lieu où on va avoir des rencontres entre des acteurs différents qui vont pouvoir utiliser ce lieu pour prendre différentes initiatives, des initiatives culturelles, artistiques, sportives, citoyennes, etc., sociales, etc., etc. Initiatives qui, étant sur le site de l'EHPAD, vont apporter à l'EHPAD et lui permet de relever un certain nombre de défis aussi en termes d'inclusion. Et donc là, l'idée à travers cet appel à projet, c'est d'identifier des projets pilotes pour faire essaimer cette démarche de tiers-lieu qui nous paraît intéressante pour les EHPAD et puis aussi pour les autres formes d'offres en faveur des personnes âgées. C'est très intéressant, par exemple, aussi pour les résidences autonomie. Voilà, en quelques minutes à très grands traits, pour moi, le grand enjeu, c'est on a 1,5 milliard d'euros. Comment est-ce qu'avec vous, on fait pour faire différemment et relever ces grands défis qui se posent à notre société? Sauf que l'argent est arrivé un peu avant que la réflexion sur l'EHPAD de demain soit aboutie. Donc comment on fait pour ne pas refaire du vieux avec ce nouvel argent? Oui, alors c'est sûr, le défi auquel on est confronté, c'est le défi à la fois d'aller vite sur les sujets et puis le défi de faire différemment. Donc on a des projets qui sont à des stades de maturité différents. Les crédits du Ségur de la Santé sont étalés sur plusieurs années. Donc cette année, il y a une vague de projets qui ont déjà été sélectionnés, mais il y a d'autres vagues qui viennent sur 2022, 2023, 2024. Les ARS ont préidentifié un certain nombre de sites sur lesquels ils pensent qu'il y a un besoin prioritaire de rénovation, reconstruction. Et on est dans une logique d'aller chercher ces projets, donc de dire voilà où sont les besoins prioritaires. Maintenant, on a encore quelques années, on a la chance d'être dans une logique pluriannuelle. Donc comment est-ce qu'on encourage le développement de ces projets? Ça, c'est pour ceux qui vraiment vont bénéficier du gros des crédits, c'est-à-dire les crédits de reconstruction ou de rénovation. Après, pour les autres,
eh bien, l'idée, c'est que notre démarche du laboratoire des solutions de demain, elle va permettre d'identifier des outils, des approches, des exemples, et que tous ces éléments vont inspirer le secteur, y compris à locaux non reconstruits ou constants. Donc voilà les différents éléments. Mais oui, le défi est bien celui-là, hein, c'est qu'on a peu de temps et en même temps, il faut faire différemment. Alors, on va quand même, je pense, l'argent va quand même servir à financer des rénovations dans un modèle qui existe aujourd'hui et pas forcément dans le modèle de demain. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire autrement, en fait. C'est un équilibre. On va avoir des rénovations sur site, évidemment. Voilà, ce serait pas possible autrement. Mais on est attentif à ce qu'il y ait aussi beaucoup de reconstruction sur des nouveaux sites, ce qui ouvre des possibilités. Et puis même sur les rénovations sur site, il y a beaucoup de choses. Après, une des choses que ça veut dire, le fait de travailler sur une offre qui est déjà existante, ça veut dire que dans notre idée, on ne s'est pas dit on va faire un cahier des charges. Parce que le cahier des charges, c'est bien quand on part de zéro, quand on crée une offre totalement nouvelle, et puis quand on est sur des choses où on se sent relativement à l'aise. Là, on est sur des défis qui sont incroyablement difficiles, hein, ceux que j'évoquais tout à l'heure, et puis on part d'un certain nombre de faisceaux de contraintes qui sont en particulier le fait que souvent, on est soit sur un site existant, soit sur une organisation qui a son histoire, qui a son... Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, il ne faut pas donner un modèle unique de l'EHPAD de demain, mais bien plutôt inviter le secteur à travers une liste de questions, de thématiques, les points clés sur lesquels se poser quand on conçoit son projet, et puis surtout aider tout le monde. C'est difficile quand on est directeur de se plonger dans un projet de reconstruction ou de rénovation qui n'arrive que rarement dans la vie d'un directeur d'établissement. C'est difficile pour un architecte dont assez souvent ça n'est pas la spécialité, les EHPAD, de se projeter sur ce type de chantier. Donc comment est-ce qu'on outille toutes ces personnes-là? C'est ces défis-là sur lesquels le laboratoire est en train de travailler. Merci beaucoup. Luc Broussy, vous avez, dans le rapport que vous avez dévoilé en juin, qui s'appelle donc l'EHPAD du futur commence aujourd'hui, proposition pour un changement radical de modèle, vous avez justement modélisé ce que peut être cette EHPAD plateforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous concevez l'EHPAD de demain? Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous l'EHPAD de demain? Et est-ce que la mécanique qu'on vient de décrire, que Galileray vient de décrire, va permettre, selon vous, justement, que l'EHPAD de demain se développe? Moi, j'ai un petit avantage, parfois c'est un inconvénient, que je partage notamment avec Marc Bourquin, c'est l'ancienneté dans ce secteur. Donc je fais partie de ceux qui ont vécu la réforme de la tarification aux confins des années 2000, qui a été un autre grand chamboulement de l'écosystème qui est le nôtre. On est parti, nous, du constat d'abord que, ce qui est d'ailleurs bien normal, que au fond, il y avait une forme de révolution tous les 20 ans. On n'en est qu'à la 3e, donc c'est peut-être pas encore une règle, mais en 1975, on décide que ce qu'on appelle la maison de retraite sort de l'hôpital. C'est la loi de 1975, c'est la loi sociale et médico-sociale. C'est fondamentalement le fait que désormais, d'autres établissements sociaux, mais notamment les maisons de retraite, sortent du giron hospitalier pour être dans un secteur qu'on appellera médico-social, géré par des départements, etc. Deuxième révolution, on arrive au bout de 20-25 ans et on est dans les années 90, on se rend compte que la maison de retraite, parfois médicalisée, parfois et souvent non médicalisée, est arrivée au bout de sa limite, parce qu'entre-temps, les personnes entrent de plus en plus dépendantes, et donc on décide d'un vaste mouvement de médicalisation, de rationalisation des maisons. C'est, qui sera l'EHPAD, une forme de normalisation, une forme de standardisation, au fond, mais sur un modèle, finalement, sur une fourchette haute. C'est-à-dire qu'on dit à ce moment-là, oui, le bon établissement, c'est 80, au moins 80-90 places, c'est un médecin coordinateur, des infirmières, une équipe soignante, etc. etc. C'est des chambres de X mètres carrés. Bon.
Donc on fait ce travail-là. Et puis 20 ans après, pourquoi le débat revient? Parce qu'au fond, on voit bien. On voit bien à travers l'opinion publique ce que sera demain le besoin des baby-boomers qui auront 85 ans en 2030, que l'outil qu'on a construit et qui est performant, qui a été une source de progrès par rapport à ce que pouvaient être les V120, les V240 des années 70. Évidemment que c'est un progrès, mais on voit bien qu'au bout de 20 ans, dire à l'opinion publique les EHPAD c'est génial et c'est la pointe de la modernité, un discours passe mal. Pourquoi? Parce que ça y est, au bout de 20 ans, c'est un peu usé et il y a d'autres revendications qui se font jour et que les professionnels eux-mêmes revendiquent. Hein. Donc, on voit bien que depuis 4-5 ans, il y a ce mouvement autour de l'EHPAD de demain, l'EHPAD du futur, l'EHPAD plateforme, on l'appellera quand on voudra, l'EHPAD hors les murs. Quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est au fond comment on se réinvente. Et comment on se réinvente pour les 20 prochaines années. Parce que ce n'est pas tous les 5 ans qu'on fait une réforme de ce type-là. Voilà ce qui a présidé au travail que le think tank Matière Grise a voulu faire, que j'ai fait avec mon copain Jérôme Gage, avec Anna Kuhn-Lafont et avec une centaine de personnes que nous avons interrogées lors de Zoom, Bourquin évidemment, mais d'autres aussi, Galidré, et qui ont donné donc ce document qu'on a publié au mois de mai. On y dit quoi? Et c'est là où je commence tout de suite, au moins sur un point, à m'inscrire en faux avec ce qu'il vient de dire, c'est que pour moi, ce qui est probablement la cause de l'échec qui est en train de se passer là, on verra bien si ça se rattrape, mais pour l'instant, moi, j'ai une vision extrêmement négative de la façon dont cette affaire a été emmanchée, c'est que moi, je crois au contraire au cahier des charges. Voilà. Et que je prends exemple sur la réforme de la tarification des années 2000, où l'État, où les pouvoirs publics ont dit « voilà le chemin, voilà où on veut aller ». Ce chemin, il a été concerté. Mais quand, dans un cahier des charges, on dit « il faut tendre vers 20 mètres carrés, il faut taper aux portes d'entrée avant de rentrer dans une chambre, il faut une infirmière coordinatrice, il faut aussi… » Ce n'était pas des normes d'ailleurs, ça serait bien que… Bon. Eh bien, tout ça a été mis dans un contrat qui s'appelle la convention tripartite, et on y est arrivé. Et la situation n'était pas plus compliquée il y a 20 ans qu'aujourd'hui. On avait toujours 5 000, 6 000 maisons de retraite qui étaient construites, qui étaient parfois même anciennes pour certains. Et quand il y a eu la phrase « il faudrait que les chambres tendent vers 20 mètres carrés » quand on en avait de 15, évidemment que ça a été signe de moquerie, d'ironie au début. Et puis finalement, il est arrivé. Voilà. Mais parce qu'il y avait un cap. Parce que non seulement l'État avait fixé un cap, mais que chaque établissement avait son propre cap. Si j'étais à 20 mètres carrés, je passais à 22. Si j'étais à 15, je passais à 18. Enfin bon, en tout cas, on racontait une histoire. Ça a commencé à déconner au moment de la deuxième vague des conventions tripartites, c'est-à-dire 2005, 2006, 2007. Là, les établissements ont été invités à signer une deuxième convention tripartite, mais il n'y avait plus de nouveau cahier des charges. Donc c'est là qu'on a commencé à déconnecter finalement le train de la qualité avec le train budgétaire. Mais comme il y avait un peu d'argent à ce moment-là, c'était le plan Solidarité Grand Âge, on a remis de l'argent, c'est ce qu'on appelle ça la patossification pour les plus… Donc on a remis de l'argent, on a dit bon, on prend l'argent, mais comme il n'y a pas de contrepartie, on prend l'argent, et puis voilà. Et puis ça a continué comme ça. Et il y a eu la convergence tarifaire, etc. Et là, on avait à nouveau, 20 ans après, la capacité de se dire, ensemble, regardons c'est quoi cette EHPAD de demain. On se met autour d'une table, et on fait, comme ça s'est fait en quelques mois à peine, en 1999, on se met d'accord sur quelques grands objectifs, pas obligé de normer tout. Bon. Mais voilà le cahier de cap. Et tous ensemble, parce qu'on est d'accord ensemble, on a fait le constat des défauts et de là où on veut aller, eh bien, on n'a rien à signer, mais on se met d'accord sur un cahier des charges, et puis on y va. Eh bien, cette étape, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu pour une deuxième raison. C'est qu'il y a 20 ans, on a d'abord défini le projet et on a eu l'argent après. Là, cette fois-ci, pour des raisons que tout le monde comprendra, il y a eu l'argent d'abord et on a dit, au fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet argent? Parce que c'est ça le plan de croissance. Il suffit d'avoir discuté, comme d'autres l'ont fait ici, avec la conseillère de l'époque, là, à Matignon. Elle a gratté dans le plan de relance un peu d'argent pour le médico-social. Ce n'était pas prévu. Et donc on s'est retrouvé avec 600 millions d'euros pour le numérique, 1,5 million d'euros pour les murs. Bon, heureusement qu'elle a eu ce réflexe de choper ces 2 milliards. Mais on a d'abord eu l'argent et on s'est dit, tiens, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est exactement ce qu'on vient de dire là. Donc on a l'argent, donc il faut l'utiliser dès maintenant. Zut, on a un tout petit peu oublié de définir un vrai projet.
Et là, on est encore en train de courir derrière, et donc on a la réponse de Gaël Hydret, qui est la réponse que fait l'État, hein, et c'est bien normal. C'est-à-dire que, messi, dans l'argent qu'on insuffle, on commence déjà à dessiner les pattes de demain. Mais oui, mais il est où les pattes de demain? Qui l'a dessiné? Qui l'a défini? De quoi on parle? Voilà. Bon. Donc, il y a une vraie difficulté, et ce qui serait dommage, c'est de nier cette difficulté que je viens de dire, parce que ça voudrait dire qu'on ne veut pas la rattraper, cette difficulté. Voilà. Donc, nous, le travail qu'on a essayé de faire, peut-être parce que on a une souplesse qui est la souplesse d'un think tank qui fait ce qu'il veut quand il veut, qui interroge qui il veut, voilà. N'empêche que je ne m'empêcherai pas de penser que ce que nous avons fait, l'État aurait dû le faire. Voilà. Et que ça fait 1 an et demi que l'État ne pense pas ce sujet-là. Et du coup, comment dire, le projet lui-même, il n'existe pas, on tâtonne un peu. Donc Pardon, juste dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a quand même une tentative de définir quelque chose avec je ne sais plus comment il l'appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, un EHPAD, centre de ressources, voilà, où il y a un peu une définition. Centre de ressources territoriales, je crois, un truc comme ça. Voilà, une mission. En fait, c'est pas tellement un EHPAD, c'est qu'on rajoute à l'EHPAD cette mission-là. Alors, voilà. Alors, je vais y revenir parce que nous, il y a 3, mais je fais vite, hein, il y a 3 éléments pour faire court dans le rapport. Et comme il a été téléchargé en plusieurs milliers d'exemplaires, je fais le pari que, ici, vous l'avez lu. Donc, je vais le résumer rapidement. 1, on regarde qui sont les gens qui sont les résidents de demain. On les appelle habitants au lieu de résidents. On essaye de se dire qu'il faut arrêter avec cette histoire de virage domiciliaire en EHPAD. Si à la fin, c'est pour finir dans 20 mètres carrés, une chambre et un lit. Donc, si on veut dire que c'est un logement et non pas une chambre, il faut aller tendre vers 30 mètres carrés. Ça, on ne l'a pas deviné tout seul. On a parlé avec des architectes, avec des designers, et avec des professionnels. Voilà. Après, on va nous dire, oui, mais ça coûte. Oui, d'accord, mais ça, c'est autre chose. Mais si on veut transformer forcément le domicile, une personne âgée aujourd'hui qui habite chez elle, elle a en moyenne, par personne, 60 mètres carrés. Voilà. Donc, lui dire qu'elle passe de 60 mètres carrés à 20 mètres carrés, lui expliquer t'es toujours à domicile, non, ça voilà, faut arrêter de. Ça passe plus. Donc, il faut augmenter la surface privée des chambres, à un moment où, au contraire, moi je me rappelle il y a 20 ans, on disait c'est pas très grave, ils seront tous Alzheimer, donc dans 20 mètres carrés, de toute façon c'est bon, la vraie vie sera ailleurs. Donc, faisons des grands salons, faisons des. Voilà, on va vivre en dehors de la chambre. La réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas, et si on veut recevoir une famille, on ne la reçoit pas toujours sur le salon dans le palier. Donc, du coup, il y a la volonté de savoir quelles seront les envies, les désirs, les us et coutumes des personnes qui auront 85 ans en 2030. Et celles qui auront 85 ans en 2030, je le rappelle toujours, elles avaient 23 ans en 1968. Donc, ce n'est pas nos grands-parents, ce n'est pas nos arrière-grands-parents. Enfin, si, pour certains, les plus jeunes. Mais, voilà. Donc, ça veut dire que la maison de retraite, de ce point de vue-là, elle est à révolutionner dans l'approche qu'en auront les usagers. Il y a l'aspect architectural, j'y reviens pas, sur la taille des chambres, mais aussi sur comment dire, le design, la façon, l'ouverture vers l'extérieur, etc. Et puis enfin, il y avait le 3e chapitre qu'on consacre à l'EHPAD plateforme. Et effectivement, entre ce que nous on proposait, pas comme ça, hein, on avait un article de loi dont l'État aurait particulièrement pu s'inspirer. Il n'en aurait rien à faire. Parce que l'État, en ce moment, ne sait pas ce qu'il veut, mais il ne veut surtout pas écouter ceux qui pourraient penser à leur place. Donc, du coup, on a cet article qui tombe de je ne sais pas où, sûrement le DG16, j'imagine, qui est un article qui est entre les deux, qui dit pas aux professionnels, vos EHPAD vont devenir des EHPAD ouverts. Si vous voulez rester comme les EHPAD d'aujourd'hui, vous avez le choix, vous restez comme ça. Mais si vous sentez une envie sur un territoire donné d'aller au-delà, vous pourrez le faire. Là, c'est pas ce qui est dit. Là, ce qu'ils ont dit, ce sera une autorisation, ce sera ce sera très normé, il y en aura 2 ou 3 par département, enfin bon, quoi, comment, enfin bon. Donc c'est vraiment, on met un doigt de pied dans l'eau, mais on ne va pas y aller trop, quoi, non plus. Bon. Donc c'est pas enthousiasmant, c'est pas marrant, voilà, il aurait pu y avoir une belle histoire, et pour l'instant, on est en train d'en faire un truc sans âme. Voilà. Et donc cet article, il est sans âme, il s'inspire au demeurant beaucoup moins de notre rapport, mais ça, que de la proposition numéro 47 du rapport Libault. Mais l'article 47 du rapport Libault, c'était un établissement, je crois qu'il s'appelait territorial. Voilà. Bon, c'était pas encore tout à fait la même chose. C'était pas le couteau suisse qui pouvait être l'EHPAD. Donc l'idée, à un moment donné, c'était de se dire, on responsabilise les professionnels et eux-mêmes viennent proposer au pouvoir public
ce qui signifie effectivement une fin de forme d'appel à projet. C'est je suis les pattes des églantines, j'estime que sur mon territoire, il y a tel ou tel manque. Moi, je me sens capable, parce que j'ai un bon médecin coordonnateur qui pourrait faire des consultations extérieures. J'ai une appétence, je n'ai pas beaucoup de services à domicile chez moi, donc peut-être que moi, je pourrais en faire là. Bon. Donc c'est vraiment du sur-mesure. C'est pas l'esprit de l'article qui est là. Donc voilà, mais peu importe, un think tank, c'est pas une direction d'administration centrale. Un think tank, c'est là pour balancer des idées, faire en sorte qu'elles puissent innerver, à défaut d'énerver, innerver la réflexion. Et c'est l'espoir qu'on a, c'est que cette réflexion va continuer. Mais aujourd'hui, évidemment qu'il y a des pas en avant. L'article en est un, le laboratoire en est un. Il y a plein de signes qui vont de l'avant. Je veux dire, bon. Mais il y a une forme de frustration de se dire que tout ça se fait comme ça, pas à pas. Il n'y a pas un dessin EIN global qui puisse être enthousiasmant, comme l'a été, assez paradoxalement, parce que pourtant il y a eu beaucoup de résistance à l'époque, comme l'a été la réforme de la tarification il y a 20 ans. Merci. Gaël Hilleret, est-ce que vous avez un mot de commentaire sur ce que vient de dire Luc Broussy ? Oui, je veux bien réagir. Alors, sur cette notion de est-ce qu'il faut un cahier des charges ou pas, nous, on pense qu'on serait à côté du sujet si on essayait de normer la question des mètres carrés, peut-être aussi de normer la question de la taille des établissements, combien de places. Pourquoi ? On voit bien que les porteurs de projets sont dans des situations qui sont extrêmement différentes sur le territoire et que l'écart entre un grand nombre de ces situations et puis ce qu'on peut tous désirer effectivement et qui est très bien décrit dans le rapport de Luc Broussy, eh bien cet écart il ne pourra pas être résolu partout. Donc oui, il va y avoir des projets qui vont tendre vers 30 mètres carrés, qui vont avoir des tailles différentes, voilà. Mais on considère notre rôle plutôt d'aller aider les porteurs de projets, les ARS, les conseils départementaux, à se poser les bonnes questions pour faire émerger les bons projets dans la diversité des situations à partir desquelles ils sont conçus. Donc voilà, je pense que le rapport de Luc Broussy est essentiel pour se poser ces questions et trouver une vision sur les choses. On est à un stade où on est dans la mise en œuvre, et sur cette mise en œuvre, comment est-ce qu'on outille ça ? C'est notre défi actuel. Merci. Marie-Pascale Mongaud, vous allez peut-être arbitrer. En tant que professionnel de terrain, pour le coup, vous, est-ce que vous auriez trouvé ça pertinent qu'il y ait un cahier des charges qui accompagne la manne financière voilà, avant que vous nous expliquiez un petit peu vos réalisations. Ce qui est sûr, enfin, moi je pense aussi que aujourd'hui, enfin, par rapport à toutes ces enveloppes, enfin, pour le vivre aussi sur une expérience, sur un projet, on voit bien que bon, quand on a des ambitions plus importantes que le classique, bah oui, ça coûte plus cher. Et du coup, on voit bien que tout le monde a conservé les habitudes. On a encore des vieux prix au mètre carré qui ne ressemblent plus à rien. Et du coup, voilà, les financiers, l'ARS, le département nous disent mais oui, mais vous êtes plus cher que les autres. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai vécu, ce que je racontais cet été, c'est qu'on me demandait de diminuer les coûts. Donc, diminuer les coûts, c'était refaire un projet comme il y a 20 ans. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus culottés, j'allais dire, ceux qui ont un peu l'agnac. Moi, je finis par dire, écoutez, si vous me demandez de reconstruire comme il y a 20 ans, moi, je ne le fais pas. Et c'est clair, je ne l'aurais pas fait. Ou alors de déguiser un peu les projets, de dire, bon, bah, écoutez, je vous dis qu'il va faire tant, mais au final, je sais qu'il va faire tant. Parce qu'après, tout le monde a fait ça. On a tous fait des projets où on a dit, bah, OK, on baisse les enveloppes, puis au final, ça sort bien plus cher. Donc, ça n'a plus de sens du tout. Je crois que surtout aussi, il faut s'entendre sur voilà, les prix au mètre carré qui traînent aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Je pense que là, il faut qu'on sorte de ça. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout oui, je pense qu'il y a des prérequis qu'il faut absolument revoir à la hausse. Et tout ce qui, je crois que tout le monde s'entend aujourd'hui sur ce qu'on souhaiterait. Je pense que les rapports sont multiples.
Moi, je me dis toujours, qu'est-ce qui fait que ça n'aboutit pas? Et je pense qu'il y a les financements, mais il y a aussi dans les modes de pensée encore des choses qui restent très ancrées. Et je crois que je pense que ça reste quelque chose qui est aussi dans les têtes. Je crois que, comme je dis toujours, dans l'innovation et dans l'évolution, bien sûr, il y a tout ce qui est écrit, etc. Mais dans les têtes, il y a quand même quelque chose qui reste encore souvent, puis qui est quand même encore très imprégné. D'accord, c'est-à-dire que c'est encore un peu corseté au niveau des ARS ou des conseils départementaux. Puis même des professionnels du secteur. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'il faut travailler aussi avec les écoles de management, de direction, avec les cadres, etc. Parce que même quand on est dans une dynamique de changement, moi je veux dire, pour porter des projets un peu innovants il y a 10 ans, je peux vous dire qu'au début, c'était pas simple. Alors, justement, racontez-nous un peu ce que c'est ce village des Aubépins à Maromme. C'est pas la première fois que vous le présentez parce que c'est un peu un modèle, voilà. Donc, et puis surtout, après nous avoir présenté ce village des Aubépins, vous nous raconterez ce projet sur lequel vous êtes en train de travailler à Montville sur un autre EHPAD où là vous avez un peu les difficultés que vous venez de nous dire. Mais d'abord, le village des Aubépins, qu'est-ce que c'est? Alors, comme je dois aller vite, l'idée, il y a une histoire à cet établissement, à cette résidence, et c'est l'histoire qui est intéressante, mais on ne peut pas la prendre. Donc, du coup, nous, le principe, c'est quand on est, ce qu'on avait constaté, on s'était dit, quand on est âgé, la plupart du temps, les gens ne peuvent plus aller vers la ville. Donc, on est parti de l'idée qu'il fallait que ce soit la ville qui vienne à eux. Donc nous, le village des Aubépins, très vite, il devait fermer, puis on l'a finalement imaginé comme, au contraire, un service ressources. On l'a pris en contre-pied, puisqu'on veut plus de nous, nous, on va vous montrer que vous avez besoin de nous. Et du coup, voilà, la plateforme de service, elle est assez classique, hébergement temporaire, accueil de jour, le clic la Maya, un service de lutte contre l'isolement, parce qu'on s'est étoffé depuis, le baluchonnage. Voilà, donc avec une vision très domiciliaire, je vais vous le montrer, une démarche citoyenne avec le sentiment de proprioception. On était, quand on a réceptionné en 2013 sur des logements de 22, quelques-uns à 27 mètres carrés, quelques-uns avec balcon, quelques-uns avec kitchenette. Et en fait, ça nous a permis aussi d'expérimenter tout ça et de voir la différence entre un logement de 22 et de 27 mètres carrés. Et surtout une résidence en plein cœur de ville. Juste, c'était quand? Quand est-ce que vous avez conçu ce projet? Donc en 2007, le programmiste, et du coup réceptionné en 2013. D'accord. Donc vous étiez... Parce que ce que vous décrivez là, c'est exactement ce que les pouvoirs publics demandent aux autres de faire. Voilà, vous voyez, on nous a demandé, on cherchait du foncier, on nous a demandé d'aller en bout de ville, on s'est battu pour rester en cœur de ville. Comme je dis toujours, voilà, c'est une question, on m'a dit ça coûtera moins cher. Comme je dis toujours, pour une école, jamais on nous dirait ça. Pourquoi pour les vieux, il faut que ça coûte toujours moins cher. Donc là, vous voyez, en cœur de ville, on a en violet, vous avez la résidence. Et moi, je parle de résidence, je ne parle pas d'EHPAD. Je pense que tout le vocabulaire, M. Lugour aussi l'a dit, mais c'est super important. Et on a la rue commerçante en rouge, on est à côté de l'école de musique, l'école primaire, à côté de la mairie, de la médiathèque, en face de l'église, à côté de l'espace culturel. C'est extraordinaire. On a déjà plein d'animations gratuites. Comme je dis toujours, ça n'a pas de prix. Parce que vous mettez en face... Je vais vous passer un peu le concept, puisqu'on va le développer autrement. Et du coup, nous, le principe, c'est qu'on voulait rester en cœur de ville pour justement, vraiment, que les gens puissent rester citoyens. C'est quelque chose de très, très important. Et on a poussé la démarche jusqu'à faire rentrer dans la ville dans la maison. Moi, alors là, je le raconte, je suis allée au Québec il y a plusieurs années, et j'avais vu un établissement où il y avait des boutiques au rez-de-chaussée, où les personnes âgées pouvaient aller consommer des choses dans des superbes boutiques, c'était magnifique, avec leur famille. Et en fait, je trouvais ça déjà super, c'était en 2004, et en rentrant, je me suis dit, mais pourquoi, quand on est vieux, on doit aller dans un magasin spécial vieux, comme je dis toujours, chez une coiffeuse spéciale vieux, puisqu'on en ramène le coiffeur dans nos EHPAD, et ils ont que des têtes de vieux à regarder. Je veux dire, pas forcément très...
Et après, on comprend pas qu'ils vont pas bien. Donc, du coup, c'était ça. L'idée, c'était de faire rentrer, d'essayer de remettre... Je suis au village des Aubépins, près de Rouen, qui ne manque pas d'idées pour rendre la vie de ses retraités la plus douce possible. Cette EHPAD publique fonctionne comme ailleurs, avec un budget alloué par l'État et le département. Ici, tout a été fait pour que les personnes âgées soient intégrées au maximum à la vie de la cité. Objectif, que les résidents ne se retrouvent pas qu'entre eux, qu'ils se mélangent au maximum avec les gens de la ville. Pour cela, il y a d'abord l'emplacement. L'établissement a été construit en plein centre de Maromme. Tout près, il y a l'école ou le cinéma, facilement accessible à pied ou en chaise roulante. Et pour que les habitants de Maromme viennent eux aussi au contact des résidents, le hall de la maison de retraite a été transformé en galerie commerciale, avec notamment une mercerie et une brasserie. Ces commerces sont ouverts à tous. Il y a derrière moi un salon d'esthétique, une couturière, une brasserie et même un salon de coiffure. Voilà, donc effectivement, là, on voit bien, c'était un challenge. Et alors, là-dessus, je peux ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, on parle de tiers-lieux, on parle de cette ouverture, mais attention, hein, c'est une démarche. Moi, j'ai plein de gens qui veulent visiter et qui disent « mais non, un quart d'heure, ça ira la visite ». Mais non, en un quart d'heure, vous ne percevez pas. C'est un boulot énorme. Ça change le métier de directeur, ne l'oublions pas. Et derrière, les tiers-lieux, attention, je pense qu'il faut aussi les faire vivre. Parce que c'est pas parce qu'on a mis des commerces au rez-de-chaussée que ça marche. C'est pas parce qu'on met des gens, enfin des entités citoyennes lambda et dans un EHPAD qu'il va y avoir des liens. On le sait très très bien. Et il faut des projets des gens. Et je pense que nous, sur le futur projet, on est en train d'essayer de recruter un chargé de développement local, social. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. On sait très bien, l'agisme, enfin, les relations entre les générations, c'est compliqué aujourd'hui, on les a perdues. Et je pense qu'il faut travailler pour qu'elles puissent se remettre en place. Et c'est vrai que là, la chance, c'est que des tiers-lieux, des commerces ou autre chose, eh bien, ça va remettre une forme de porosité. Mais souvent, il faut l'accompagner. En tout cas, moi, je peux vous dire que oui, ça marche. Les commerces ne font pas un bénéfice extraordinaire. Je pense que l'essentiel, c'est que ça vive. Mais l'enjeu, c'est ça. C'est en tout cas, on puisse continuer de vivre ensemble. Bon, l'architecture domiciliaire, encore une fois, je pense que le vocabulaire, les chambres, nous on ne parle plus de chambres, on parle de logement. On habite une résidence, on a une adresse. Chaque résidence se voit attribuer une adresse quand il arrive. Mais il faut l'intégrer pour tout le monde. Parce que, nous, on a des gens qui viennent visiter, comme un sociologue qui nous disait, je comprends, c'est incroyable, la dame, elle dit qu'elle remonte chez elle. Oui, elle est chez elle. Souvent, ailleurs, ils disent, je remonte dans ma chambre. Voilà. Mais pour arriver à ça, c'est du temps et c'est toute une pratique. Alors du coup, on a un projet, mais il y a forcément, comme je dis toujours, il y a toujours des choses qui ne sont pas abouties. Et là, sur une autre ville, on a un autre établissement qu'on va reconstruire. Et là, on se met, c'est toujours pareil, on essaye de... Et je pense que quand on est dans cette vision, c'est pour ça je pense qu'un cahier des charges, c'est bien, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop contraint, parce que je pense qu'il faut vraiment se mettre en interaction avec son environnement. Je pense vraiment que c'est aussi un changement de métier aussi dans la façon d'administrer nos résidences. Moi, je me vois de plus en plus comme une animatrice d'un établissement. Je suis un peu la mère du village, comme je dis toujours. Je ne règle plus les mêmes problèmes. Avant, je gérais des choses différentes. Aujourd'hui, on me dit les gens ils sont de plus en plus exigeants, vous ne vous rendez pas compte, madame machin. Mais c'est génial, quoi. En fait, on n'a plus les mêmes problématiques. Les gens, ils sont citoyens. C'est comme si j'étais dans un village, c'est ce que je dis, et qu'il y a des... Vous êtes moins dans la gestion administrative, c'est ça que vous voulez dire? Ou dans la gestion elle est toujours là, la gestion administrative, mais je pense qu'il faut qu'on accepte et qu'on ait du temps aussi pour... moi, j'ai la chance aujourd'hui à 3 établissements d'avoir des responsables de site, mais je pense que c'est ça le métier aussi, c'est une autre vision. Expliquez-nous. Alors rapidement, du coup, on va être vraiment aussi sur une vision avec différents services, dont un service d'EHPAD à la maison, 10 places expérimentales de 10 places d'EHPAD à la maison. Voilà, j'insiste beaucoup. L'idée, c'est que des professionnels
les mêmes professionnels que l'EHPAD aillent s'occuper de 10 personnes à domicile dans un rayon très circonscrit, avec toute une vision coordonnée, vraiment. Bon, c'est un peu différent de l'EHPAD hors les murs tel qu'on l'entend, mais voilà. Et donc voilà le futur projet. Donc en fait, moi, naturellement, 48 places, un petit établissement qui allait fermer, j'avais dit, il nous en faut 30 de plus. Puis on nous les a refusés, parce que c'est plus l'ère des créations. Et puis comme je dis toujours, aujourd'hui, je vous remercie l'ARS de ne pas m'avoir donné de place, parce que du coup, à un moment donné, on a dit, ok, on n'a pas de place, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, on a travaillé sur le territoire avec les nouveaux besoins. Donc on reconstruira nos 48 places d'EHPAD, qui vont être ici. Alors il faut se mettre comme ça, là, sur le bâtiment ici. Et puis, on a une résidence à côté inclusive de 30 logements, donc avec 30 logements pour des personnes lambda, familles, du T2 au T4. Et puis, en bas, on a une crèche juste à l'entrée, là, et une maison de santé, parce qu'on est sur une zone où on est quasiment sur une zone de désertification médicale, et avec 8 cabinets de professionnels de santé. Et au fond, il y avait donc une résidence autonomie, qui est là au fond, qui était juste derrière. On avait une grande haie entre nous, et vous allez voir, on crée des liaisons fonctionnelles entre les résidences. Donc chacun son entrée, parce que chacun chez soi et les vaches sont bien gardées. Enfin, on sait très bien qu'on ne peut pas non plus tous se mélanger, entre l'EHPAD, la résidence inclusive, vous imaginez. Mais en même temps, on s'est dit que demain, les personnes qui sont dans la résidence inclusive, si elles vieillissent, elles auront fait un choix, et que l'idée, c'est qu'elles n'aient pas à aller dans le bâtiment juste en face. C'est que nous, qui sommes à l'EHPAD, eh bien, on puisse aller s'occuper d'elles sans que ça soit compliqué. Et elles resteront chez elles, et ça sera ni vu ni connu, comme j'allais dire. Donc là, je vous remontre, on est resté en cœur de ville, puisque en bleu, c'est le bâtiment actuel. En orange, derrière, vous avez la résidence autonomie. On a un foyer social, une école maternelle, la mairie. On est en plein cœur de ville, voilà. Je vous l'ai dit, ça. Et là, vous avez le plan qui montre que donc, je vous remontre. Donc ici, il faut que je me mette là, parce que la flèche, elle ne fonctionne pas. Vous avez les entrées, donc là, l'entrée EHPAD, l'entrée crèche, l'entrée maison de santé et l'entrée résidence inclusive. Et du coup, la crèche, elle est centrale. C'est notre tiers-lieu. Enfin, c'est pour nous. Et là, dans l'écriture du projet, c'était super important. Il n'y a qu'un architecte qui a vraiment bien répondu. Pour nous, ici, quand on rentre, on doit avoir tout le cœur de ville, le jardin partagé avec la crèche, des résidents qui vont aller donner le biberon, puisqu'on a déjà des partenariats comme ça, aux enfants de la crèche quand c'est possible. Et puis déjà, quand on va rentrer, tout est vitré pour qu'on voit les enfants jouer. Enfin voilà, c'est encore une fois ce que j'appelle l'animation gratuite, et c'est la vie aussi. Et donc, à l'intérieur, vous avez des circulations qui font que de l'intérieur, je peux accéder à la maison de santé, je peux accéder à la résidence inclusive. Et donc, j'ai aussi on a créé une galerie entre la résidence, l'EHPAD et la future, vous la voyez, la galerie, la petite traverse, jusqu'à la résidence autonomie. Donc demain, notre personnel, en se développant, est tout à fait en capacité la nuit d'aller surveiller une personne à la résidence autonomie, et ce qui évitera à la personne d'être obligée de redéménager. On est sur un complexe qui permet déjà une dimension de parcours en interne. Voilà un peu le projet. Bon, après la vision domiciliaire, on est sur des 28 mètres carrés. C'était parce que le 30, je pense qu'il aurait fait peur à tout le monde. Voilà, avec un espace jour, un espace nuit, à 28 mètres carrés, on peut commencer à faire quelque chose. Une position du lit qui est flexible selon le degré, et puis une entrée avec une kitchenette, etc. Voilà, en gros, les grandes lignes. Bon, ça coûte plus cher que le reste, qu'un établissement classique. Et justement, c'est vos financements, est-ce que vous les avez déjà? Est-ce que ça rentre dans le Ségur? Non, il m'en manque un peu, donc je ne sais pas si je suis à votre bon cœur, je ne sais pas. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la résidence inclusive, elle va fonctionner avec des loyers. La maison de santé aussi, la crèche aussi. Bon, maintenant, on est quand même sur des constructions neuves, et plus on veut être attractif, moins aussi, faut pas que ça coûte trop cher, sinon on ne fera pas venir forcément les personnes. Encore qu'on a des gens intéressés, ça y est, on les a, nos partenaires.
L'EHPAD, on est sur 12,8 millions voilà, pour 48 places plus 4 temporaires. Et là, moi, j'ai 1,3 million de Ségur. Bon, voilà pas une affaire. C'est pas beaucoup, je trouve. Donc, il m'en manque un peu. Et c'est vrai que les discussions, voilà, c'est pour ça que si aujourd'hui, bon, j'ai 1,3 million du département, j'ai un peu d'autofinancement, mais concrètement, nous, aujourd'hui, voilà, pour faire passer notre projet, on s'est engagé dans un projet de fundraising, de mécénat. Mais sinon, bah oui, on va devoir augmenter plus le prix de journée ou rallonger la durée des amortissements ou rallonger la durée des emprunts. Mais voilà, je pense que moi, aujourd'hui, je considère quand même que même, enfin, c'est ce que je disais au département et à l'Agence régionale de santé, même si ça doit nous obliger à amortir sur plus longtemps, on ne doit pas faire l'impasse. Les projets qui sortent aujourd'hui ne doivent plus sortir voilà, à 20 mètres carrés ou 22 mètres carrés. Je pense que même être pensé aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est insupportable. D'accord. Donc, vous ne voulez pas faire d'économies sur les surfaces notamment. Mais vous disiez que vous avez eu une petite partie de l'enveloppe totale grâce au Ségur. Mais Gaël Hilleray, est-ce que le Ségur, c'est pas... les pouvoirs publics ne l'ont-ils pas envisagé comme un amorçage, c'est-à-dire que l'État donne un peu d'argent et charge après à d'autres types de partenaires de mettre au pot? Oui, totalement. Totalement. Quand on finance un projet, on est sur des taux de financement en moyenne voilà, aux alentours de 15%. Donc ça montre voilà, l'importance de trouver des cofinancements. La première ressource, c'est l'emprunt, mais il y a évidemment et heureusement d'autres financeurs publics. Donc en premier lieu, les conseils départementaux, que ce soit sous la forme d'aide à l'investissement ou bien d'une augmentation du prix de journée, parce que c'est aussi eux qui la déterminent. Et puis évidemment les communes, d'autres formes de financement. Donc voilà, on a des financements qui sont multiples. Et voilà, le Ségur, c'est une puissance d'entraînement. Les agences régionales de santé sont en train de négocier avec tous les partenaires sur la liste. Et est-ce qu'on va réussir à sauter la marche, à passer un cran en termes d'ambition, de qualité? Est-ce qu'on va réussir à faire différemment, comme je disais dans ma présentation tout à l'heure? Eh bien, c'est aussi de ça que ça dépend. Est-ce qu'on arrive à trouver ces autres relais de financement? Pour l'instant, on a des signaux assez positifs sur la capacité d'entraînement que le Ségur peut avoir dans cette période. Ok, les signaux, peut-être vous pouvez les donner à madame pour qu'elle puisse boucler son projet. Luc Broussy, sur ce projet-là, ça ressemble un peu à ce que vous préconisez dans le rapport. Oui, complètement. Mais une fois de plus, nous, on n'a rien inventé. Ce n'est pas une brochure qui sort au mois de juin pour expliquer la vie aux autres. On a passé notre temps à dialoguer avec les uns et les autres. Et donc, c'est forcément, on a aussi synthétisé des choses qui se faisaient déjà. Là, évidemment, c'est un exemple absolument remarquable de... Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est peut-être pas bien. Mais enfin, là, en tout cas, ce que vous avez... non, mais... je veux dire, dans la philosophie, c'est exactement ça. Ça me frappe d'ailleurs parce que je refais encore le parallèle avec il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les pouvoirs publics étaient, force d'entraînement. Et les professionnels, j'en sais quelque chose à l'époque, les fédérations traînaient un peu des pieds, c'est pas ça qu'on veut, nous on veut plus de moyens, tout le truc habituel. Quoi. Bon. Là, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. Mais pour plein de raisons. Pour des raisons notamment de formation aussi des directeurs. Les directeurs, ce n'est pas le même niveau qu'il y a 20 ans. Ce n'est pas la même culture qu'il y a 20 ans. Et donc, aujourd'hui, on a des professionnels de terrain qui ont leurs idées de véritables, ce que Tourisso appelait... des entrepreneurs publics, y compris dans le secteur public. La notion d'entrepreneuriat, c'est pas le monopole du secteur privé. Et donc, on voit des directeurs du secteur public qui ont un vrai projet, qui le font avec les élus locaux, avec le bailleur du coin, voilà, et qui arrivent à des choses comme ça qui sont remarquables, mais pas uniques non plus en France. Il y a d'autres, heureusement, choses qui sont en train d'essaimer comme ça. Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je suis très, très, très opposé aux appels à projets. C'est-à-dire que les appels à projets, c'est l'État ou les départements, qui disent voilà ce qu'il faut faire et quels sont les professionnels qui veulent faire ce que nous on a dit. Bon.
Moi, j'ai envie d'en revenir à notre système, mais qui, d'une certaine manière, a été réintroduit à travers l'article 51, sauf qu'on se disait il faut généraliser l'article 51. C'est-à-dire qu'en réalité, tout doit être innovant. Et donc, c'est aux professionnels d'avoir des idées et au pouvoir public d'être au service des promoteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour essayer de trouver les modalités de financement. Donc moi, je ne suis pas du tout sur une vision normative, au sens, quand je parlais des cahiers des charges tout à l'heure, je m'en fous de... C'est pas pour mettre des mètres carrés, c'est pour dire quel est le chemin. Voilà. Et le chemin, il est de moins en moins univoque, puisque le gros avantage de l'EHPAD, c'est qu'on a profondément modernisé et amélioré la prise en charge. L'inconvénient, c'est qu'on a totalement standardisé. Il n'y a rien qui remplace, qui ressemble plus à un EHPAD qu'un autre EHPAD maintenant. Voilà. Et là, ça nécessite, si je fais, et j'en termine là, le rapport avec mon autre rapport, celui que j'ai sorti que j'ai remis au gouvernement sur la question de l'adaptation des logements ou l'adaptation de l'urbanisme, là, on est au cœur. Alors, on est à la synthèse du médico-social et de ce que doit être la ville de demain. Parce que là, c'est pour le coup, c'est pas seulement l'EHPAD qui est ouvert vers l'extérieur, c'est l'EHPAD qui est un élément du puzzle urbain. Et c'est là où ça va devoir, demain, être directeur d'EHPAD ou directeur de pôle comme ça, il faudra plus seulement connaître son agir, son pathos et son EPRD, mais il faudra être véritablement avoir une vision, y compris urbaine, du projet. Madame Mongo, on a vu que le village des Aubépins, c'est pas une réalisation récente, puisqu'il est ouvert depuis 2013. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas plus d'EHPAD comme le vôtre, hein, comme celui-là, qui ont émergé au même moment que le vôtre, ou même, je ne sais pas, 5 ans après, mais pourquoi est-ce que ça ne s'est pas généralisé, sachant que c'est exactement ce qu'on veut? Et que ça fait longtemps qu'on veut ça, en fait. Moi, je me pose la même question que vous aussi. Et je peux vous dire qu'on accueille beaucoup de visiteurs. Après, je trouve quand même que l'évolution, c'est de voir, effectivement, par exemple, même on peut être pour ou contre les appels à projets, mais dans les appels à projets, l'apparition des tiers-lieux. Moi, je trouve que c'est quand même, le rapport de Luc Broussy, moi, je me régale quand je lis tout ça. Je me dis, ah bon, ah bah quand même. Au moins, c'est écrit. Puis ça devient un peu plus la norme, même si concrètement, on n'a pas assez de structure. Alors pourquoi c'est ça? Moi, je vous dis, pour l'instant, on est dans une société profondément ancrée dans un système, dans une vision par rapport aux âgés. Et quand Luc Broussy disait tout à l'heure que c'est une nouvelle façon de voir, on a standardisé les résidents. Nous, aujourd'hui, quand les gens viennent, on leur donne l'adresse 16 rue de la République, ils mettent le GPS, ils passent 2-3 fois devant, puis ils finissent par s'arrêter. Parce qu'ils se disent, parce qu'ils reconnaissent pas un EHPAD. Ils disent, et puis ils rentrent, puis ils disent, on cherche l'EHPAD. Qu'est-ce que j'aime ça? J'adore, mais en même temps, je me dis, mais je voudrais que dans 10 ans, on dise, quand on rentrera dans un EHPAD classique, ceux qu'on construit encore là, et que dans 10 ans, les gens ils passeront devant en se disant, je cherche l'EHPAD, et qu'on leur dira, c'est là, ils se barreront en courant. Hein. Mais voilà, je pense que je pense que ça rejoint l'agisme en général, ça rejoint la vision qu'on a, et je pense que les changements, on le sait très bien, sont dans les têtes aussi, avec les architectes. Moi, pour avoir, je veux dire, c'est le cahier des charges. Moi, il y a plein de gens qui me disent, c'est qui l'architecte qui a fait ce projet? Et les gens viennent, ils disent, c'est qui l'architecte? En se disant, je vais demander à l'architecte. Je leur dis, je pense que votre question, il faudrait peut-être la penser autrement. Je pense que c'est plutôt comment vous avez pensé ce lieu, parce que l'architecte, il ne fait que ce qu'on lui demande, entre guillemets, avec tout son art, hein, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour les architectes. Mais si l'architecte, vous ne lui demandez pas que la crèche, elle soit placée comme ça, et que la vision de la salle, elle soit comme ça, parce que c'est super important. La preuve, c'est que nous, après l'avoir écrit, que ça prend 2 pages dans un cahier des charges, dans le cahier des charges, oui, eh bien, sur 3 architectes, il n'y en a qu'un qui a répondu convenablement, et ce qui a fait que j'en ai éliminé 2 systématiquement. Franchement, je me dis, vous voyez, l'agisme, comment il peut être opérant d'une manière générale? Je vous pose la même question, Gaël Hilleray. Comment ça se fait que des projets comme le village des Aubépins n'aient pas essaimé plus rapidement, et qu'il ait fallu le Ségur, plein de rapports, le labo de demain qui n'est pas encore tout à fait actif?
Alors la question pour moi, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça se développe dans les prochaines années. Et du coup, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'on a aujourd'hui des professionnels qui sont très dynamiques, qui font bouger les choses. Et qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus. Donc c'est vrai que la répartition des rôles, en quelque sorte, hein, qu'on imagine, nous, notre rôle au national, on pense que c'est dans la définition des orientations, des lignes directrices, et donc c'est ce qu'on fait hein, autour de ces grandes thématiques qu'on a définies pour le Ségur de la santé, le plan d'investissement, la thématique de l'ouverture de l'établissement, elle en fait partie, la thématique de la qualité de l'accompagnement et des soins. Évidemment, elle en fait partie parce qu'au vu de la population, c'est absolument nécessaire. On met aussi beaucoup l'accent sur toute une dimension de participation des parties prenantes dans la conception des projets. Voilà, je pourrais en citer d'autres. Mais après, sur le comment, eh bien, au final, ceux qui réalisent les projets, c'est bien les porteurs, les organismes gestionnaires, et puis tous ceux qui vont travailler pour eux, à commencer par les architectes. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait essaimer ces belles initiatives, ces bonnes idées. Et donc c'est là-dessus où il faut qu'on travaille, qu'on outille, parce que oui, c'est difficile de concevoir ces projets, et donc il faut qu'on arrive à mettre les personnes en lien, à faire essaimer ces expériences, ces idées pour que ça marche. Non, juste pour dire que c'est vrai que pendant tout à l'heure, je regrettais qu'il n'y ait pas eu, disons, avant la distribution du crédit du Ségur, un document, quoi, un peu cadre, appelons pas ça alors cahier des charges, mais document cadre d'orientation qui aurait émané de l'État. Je veux aussi apporter des bémols ou des dièses, parce que par exemple, l'appel à projet qui vient de sortir sur les tiers-lieux, alors là, pour le coup, l'État est, sinon en avance, en tout cas, là, au bon moment. Voilà. C'est-à-dire que moi, il y a un an, je ne savais même pas ce que c'était qu'un tiers-lieu. Ça devient le truc à la mode. Et puis là, à peine on sort de la crise, il y a cet appel à projet qui va inciter, du coup, effectivement, alors les établissements pourront toujours dire « Ah oui, mais tiers-lieu, c'est bien, mais tant que je n'ai pas mes ratios de personnes... » Oui, enfin, à un moment donné, tout ça avance. Voilà. Et j'y mets deux derniers acteurs qui doivent être essentiels, mais là aussi, c'est vraiment l'autre rapport qui me fait penser à ça, les bailleurs sociaux. Parce qu'à la fin, c'est des bailleurs sociaux qui construisent ça. Or, jusqu'à maintenant, les bailleurs, ils construisaient, ils attendaient que ça se dégrade, et puis ils faisaient autre chose. Et les bailleurs sociaux, la seule chose qui les intéressait, c'était de construire, pas d'entretenir. Et c'est comme ça, le drame des résidences autonomie, c'est quand même ça. Hein, c'est quand même des bailleurs sociaux qui n'ont rien foutu. Bon, à part construire, et puis après laisser tomber. Donc là, on voit que dans les projets des bailleurs sociaux, qui ont vraiment pris maintenant conscience de tout cela, il y a beaucoup de résidences intergénérationnelles, beaucoup de tiers-lieux, ils pensent des sujets nouveaux, et il y a à l'intérieur des bailleurs sociaux, Action Logement, la Caisse des dépôts et d'autres, vraiment des gens qui pensent ça, et ça c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est les élus locaux, et notamment les jeunes. Voilà, les élus locaux de 40-50 ans sont bien plus sensibles finalement à ces questions-là, et sont en capacité de bousculer. Voilà, parce que les maires, jusqu'à maintenant, étaient totalement passifs. Ils n'avaient aucun pouvoir. Ils attendaient que l'EHPAD arrive chez eux. Ce n'est pas eux qui l'autorisaient. La résidence autonomie, c'était le département. Sauf que maintenant, avec le développement des immobiliers un peu, comment dire, dédiés ou des résidences services seniors, le maire redevient un acteur de la politique gérontologique de sa ville, alors que jusqu'à maintenant, ça se limitait à décider la date du bal des seniors. Bon. Donc les bailleurs sociaux et élus locaux, c'est deux types d'acteurs qui viennent se surajouter aux acteurs classiques du médico-social et qui apportent cette souplesse possible et cette vision de l'avenir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une question, une remarque. Alors, Marc Bourquin ou monsieur, je ne sais pas. Je vais voir monsieur. Dites-moi. Non, je commence par la puissance invitante après, alors. C'est un peu le cas aussi. Hein. J'avais une petite inquiétude de gestionnaire, d'anciens gestionnaires en l'occurrence. C'est des établissements magnifiques, honnêtement. J'avais vu aussi le reportage et j'avais été emballé. Le problème, c'est ce qui se passe en ce moment sur le coût de la construction, qui est en train de galoper. Alors en particulier en Ile-de-France, hein, c'est vraiment un très très gros sujet. Notamment sur les mises en concurrence, on sort avec des fois x2. C'est quelque chose d'incroyable ce qui est en train de se jouer là. Plus les surfaces magnifiques, mais qui génèrent des gros surcoûts. Moi, mon inquiétude, c'est comment on finance ça.
avec des restes à charge dont on n'a toujours pas trouvé de solution viable. Et deuxième sujet, alors moi c'est d'expérience que j'ai fait rénover pas mal de mes établissements, c'est ils sont beaux, ils sont plus grands, mais beaucoup de familles disent mais c'est vide, on ne rencontre plus personne. Alors ça touche au problème de ratio d'encadrement, mais c'est vrai que des familles disaient mais c'est vrai que c'est plus joli, c'est plus sympa, mais c'est tellement plus grand qu'on ne rencontre plus personne et la vie sociale est plus compliquée. Ça c'est un sujet que je voulais évoquer avec vous très rapidement, mais c'est vrai qu'il faut aller vers ça. Merci. Marc Bourquin, puis après vous répondrez. Bon, d'abord, merci de ces présentations et de ces mises en perspective. Deux, trois mots pour dire, moi, effectivement, d'abord, c'est le changement dans les têtes, qui ne se décrète pas, mais c'est quand même celui-là, parce que je suis convaincu que l'agisme de notre société est profond, et pour y avoir été confronté il n'y a pas très longtemps, j'ai pu le mesurer, pas seulement comme professionnel, mais aussi comme aidant. Deuxième chose, peut-être le plaidoyer sur quand même quelques lignes rouges qu'il faut poser. On ne reconstruit pas au milieu des champs. Parce qu'il y a des projets de reconstruction au milieu des champs. Donc là, il va falloir dire non. Sinon, c'est parti pour 30 ans. C'est raté pour 30 ans. La deuxième chose, quand même, et je comprends l'inquiétude d'Éric, mais il faut fixer, moi j'ai le sentiment qu'il faut fixer une norme de mètres carrés. Parce que peut-être qu'on peut faire des bêtises en faisant grand, mais avec 18 mètres carrés, on ne fera pas quelque chose de bien. Et voilà, et Marie-Pascale, l'établissement que moi j'ai visité, et pas pendant un quart d'heure, t'en souviens, pendant toute une après-midi et presque une journée. Le parcours classique, voilà. C'est qu'on finit à la brasserie. Voilà, on a arpenté, et oui, à un moment donné, les mètres carrés, on en a besoin. Je parle de la chambre, après il y a les espaces collectifs, c'est un autre sujet. Alors on pourrait donner d'autres guides, mais celles-là, il ne faut pas les éviter. Et comme j'ai la manie des chiffres, j'ai fait un petit calcul. Pour accroître ces surfaces, en considérant qu'aujourd'hui on est autour de 18 ou 19 mètres carrés, ça coûte 2 € par jour. C'est pas rien, mais ça coûte 2 € par jour. Et si on rajoute encore, 1 € par jour pour les grosses réparations, ça fait 3 €. Je pense que l'alignement des planètes, c'est qu'on peut le faire. Mais pour le faire, il faut se dire qu'on vit, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une grande partie de nos aînés, de la population, qui va atteindre des âges très élevés. Et que si on veut que ce temps soit vécu, et bien vécu, ça suppose un certain nombre de moyens. Et pour ça, une dernière chose, c'est qu'il faut être très ferme sur l'idée qu'il faut révolutionner les EHPAD, mais il faut arrêter de dire que c'est l'endroit où on va quand on ne peut plus aller ailleurs, et que c'est le bout du bout. Il faut valoriser ces lieux pour que ça reste ou que ça devienne des lieux de vie jusqu'au bout. Ça va demander quelques moyens, mais évidemment d'abord un changement dans les têtes, mais aussi un petit peu de moyens sonnants et trébuchants. Je vous laisse répondre peut-être. Oui, alors pour répondre sur la question des espaces, encore une fois, ça rejoint la question de... Nous, il y a des problèmes chez nous, mais... par exemple, quand on a déménagé de l'ancienne maison où tout le monde était les uns sur les autres, les familles nous ont fait cette remarque. Mais sauf que les personnes âgées dans cette résidence, quand elles ont envie d'être chez elles restent chez elles. Et elles sortent, comme dans la vraie vie, elles sortent pour aller à une activité, pour aller manger. Alors oui, dans les couloirs, on ne croise pas toujours du monde, mais dans la rue, vous ne croisez pas toujours du monde non plus. Donc, ils choisissent de sortir ou pas. Alors, est-ce que la vraie vie d'un EHPAD, c'est quand on a plein de gens qui sont les uns sur les autres ? Moi, je pense que ce n'est pas très, très épanouissant. Et donc, moi, je pense que la question des surfaces, elle est très, très importante. Sur les surcoûts, moi, je pense que c'est une erreur quand les départements refusent d'augmenter les coûts à la place, au prix de journée, parce que pour un établissement comme le nôtre, qui a je pense le plus élevé en public sur la Seine-Maritime, on doit être à 64-65 € par jour. Franchement, on a énormément de demandes. Aussi, on attire des personnes qui n'auraient pas fait le choix de rentrer en établissement
à un moment donné, mais qui peuvent le faire parce qu'elles elles sentent qu'elles peuvent y vivre dans cet établissement, dans cette résidence. Donc on rééquilibre aussi des différentes personnes. Et le 1 ou 2 euros ou 3 euros de plus sont des personnes qui vont mieux. Nous, les gens qui visitent, nous disent toujours « Ah ouais, mais ici, ouais, c'est quoi votre GMP, votre PMP ?» La petite phrase à la fin, je l'entends à chaque fois, surtout si c'est mes collègues directeurs. Sous-entendu, vous prenez le haut du panier. Eh bien, mon PMP, il est à 250 et le GMP à 740. Mais sauf que l'image les personnes sont plus droites, plus dignes, tout le projet qui va avec, encore une fois. Les familles se tiennent plus droites aussi parce qu'elles sont fières, elles ne sont pas dans la culpabilité, elles râlent quand même pour d'autres choses, mais c'est normal. Mais du coup, les gens, je pense qu'ils vieillissent mieux. Donc pour 2-3 euros de plus, on a ça, mais on a aussi des personnels qui vont mieux. Donc au final, peut-être que je consomme moins, peut-être que j'ai un peu moins d'arrêt de travail, je n'en sais rien, je ne sais pas. C'est tout un ensemble, toute une dynamique. Mais les lieux, ça se fait vivre aussi. Moi, et pour compléter aussi ce qu'on disait, le changement dans les têtes, je crois que ce n'est pas simple au début. Je pense qu'il faut beaucoup de projets emblématiques. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Parce que, moi, je vous assure que c'est pas pour, je ne veux pas me plaindre, mais ça demande une énergie folle. Moi, j'y ai passé 15 ans de ma vie sur cette résidence. J'y suis très attachée, je pense que vous l'avez compris. Mais c'est 15 ans de beaucoup d'énergie, de gens qui, quand on a pensé le projet, m'ont dit « Mais ouais, c'est une belle idée, vos commerces, mais ça ne marchera pas. » Moi, je peux vous dire, quand j'ai ouvert les 4 commerces, je me suis dit « Pourvu que ça marche !» Parce que sinon, on aurait su me le ressortir. Bon, on aurait bien mis des bureaux, ce que je me suis dit. Mais bon, quelque part, la pression, elle est forte parce qu'on change de modèle. Et donc, les premiers, faut pas se louper. Alors, un mot de conclusion qu'elle lirait peut-être et Luc aussi après, mais hyper rapidement, parce qu'on est déjà un peu en retard. Oui, alors je ne sais pas si ce sera un mot de conclusion, mais je vais essayer de répondre aux deux interventions. Je crois qu'on est tous d'accord sur le besoin de lignes directrices et y compris le besoin de lignes rouges aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait important qu'il y en ait. Et donc, sur les lignes directrices, c'est vrai que la question du sentiment domiciliaire, ça fait partie des éléments qui sont au cœur de ce qu'on attend des projets, de ce qu'on demande aux ARS de travailler avec les porteurs. Est-ce que ça doit nous conduire à fixer une norme sur les mètres carrés ? Donc la réponse aujourd'hui est non, pour un certain nombre de raisons. Et c'est vrai que ce que vous évoquez sur les coûts, on a comme objectif non seulement de transformer l'offre, de faire différemment demain, mais on a aussi quand même un objectif quantitatif. Enfin, on est sur une offre aujourd'hui de 600 000 places en France. Et sur cette offre, on a une part considérable, plus d'un tiers, qui n'a pas subi de rénovation lourde depuis plus de 20 ans. Et ce serait difficile de sacrifier trop l'objectif quantitatif. Voilà. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et c'est aussi ça qui nous conduit à chercher cet équilibre par le dialogue local et à se dire la priorité, c'est la vision, la direction, donc les lignes directrices, et puis d'encourager localement les acteurs à s'inspirer, trouver les bonnes idées et puis avoir la capacité de développer leur projet. Le mot de la fin ? Non, juste pour dire qu'au-delà de l'aspect qualitatif, il y a aussi l'aspect quantitatif qui vient d'être évoqué. Et d'ailleurs, c'est là-dessus probablement que Mathias Guez va sortir son prochain document, parce que on est dans une période tout à fait particulière où le nombre de 85 ans et plus dans notre pays va stagner pendant 10 ans. On n'est pas dans un moment où il faut qu'on rattrape. Là, on est dans un relatif équilibre quantitatif de l'offre et la demande, et que donc le besoin d'EHPAD se fera jour, surtout après 2030. C'est pour ça que la statistique de l'adresse, et c'est ça que nous on va complètement démonter, la statistique de l'adresse qui dit qu'il faut 108 000 lits d'ici 2030, pas à partir, mais d'ici 2030, me paraît tellement absurde qu'on va essayer de démonter ça pour dire que évidemment que non, c'est pas vrai. D'ailleurs, personne ne pense que c'est vrai, puisque personne n'est aujourd'hui dans une demande de création de lits. Voilà. Mais on a par contre 10 ans devant nous pour rénover ce qui existe et inventer cette nouvelle forme, pour être sur les rails
en 2030. Donc voilà, là on a une période historique, parce qu'après ça sera fini, après on sera dans une pente, et comme l'histoire de l'EHPAD a été aussi un peu inventée avec le virage domiciliaire, un peu en méfiance de l'EHPAD, que des EHPAD il y en aura tout le temps, donc la question qu'on s'est posée nous aussi, c'est de dire, c'est pas la question de savoir s'il faut des EHPAD ou pas d'EHPAD, il y aura des EHPAD, et non seulement il y en aura, mais il y en aura de plus en plus après 2030. Mais juste comme il y en aura, eh bien, il faut les changer. Donc là, on a une période historique de maintenant jusqu'à 2030 qui est assez unique, qui nous permet de poser les jalons de ce qui sera ensuite 2030-2050, une période où quantitativement, on aura vraiment à faire un effort. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève une des dernières sessions de Santé Expo. Merci beaucoup. Merci.